vous avoir. Comment ça va, Paul-François? Ça va. Il y a une belle dynamique cette année. Ouais, c'est super, il y a du monde. Sympa. De plus en plus. Oui, Ouais. c'est qu'il y a... Non, mais c'est bien, et puis il y a beaucoup de jeunes aussi. Nicolas Dufourc dirait il y a un désir d'industrie. Oh, c'est très bien. On parle beaucoup, ça fait jour 3 aujourd'hui, mais on parle beaucoup de cette alliance entre les startups et les grandes industries. Quelle est la clé pour une bonne alliance? Paul-François, je te donne la parole. Ben, la clé, c'est la complémentarité. En réalité, la complémentarité entre un monde des grands groupes qui a fait la démonstration historique d'une capacité d'industrialiser, de distribuer mondialement, de faire du marketing, bref, tous les adages de la puissance mondiale. Et on a la chance en France d'avoir des très grands groupes leaders mondiaux. Et puis l'agilité d'une start-up qui, dans le monde moderne, sont probablement un peu plus adaptés au début du processus d'innovation pour trouver des chemins, pour s'approprier les nouvelles technologies, pour aussi prendre à son compte les risques inhérents. Et donc le sujet dans les années à venir, maintenant qu'on a développé notre écosystème de start-up, en particulier Deep Tech, c'est comment on arrive à faire ce lien, parce qu'on voit bien aussi qu'à un moment, pour un certain nombre d'entre elles, ça ne sera pas le cas de toutes, mais pour un certain nombre d'entre elles, justement passer à l'échelle industrielle, pouvoir avoir accès à un réseau de distribution, c'est probablement parfois plus pertinent de travailler en étroite collaboration ou d'être acquis par un grand groupe pour donner toute la puissance à la technologie qui a été développée. Comment on crée cette rencontre? Un de vous trois peut-être. Comment on fait que cette rencontre se crée, ce que dit Paul-François? Je pense que la rencontre, elle se fait assez facilement entre les grands groupes et les startups parce qu'on a besoin l'un de l'autre. Je pense que la création de valeur, elle se fait quand on crée du c'est-à-dire quand on co-construit, coproduit des produits, des innovations, etc. Parce qu'on a vraiment besoin l'un de l'autre. Moi, ça fait chez EDF, ça fait une dizaine d'années maintenant Donc ça commence par un besoin, un désir. Qu'on développe. Et en fait, on se rend bien compte que la plupart du temps, les grands groupes sont des sortes de gatekeepers pour les startups. C'est-à-dire qu'ils ont besoin, les startups, de ces grands groupes pour accéder au marché, pour accéder à leur R&D, à leur clientèle, etc. Et inversement, les grands groupes comme nous, on a besoin de leur capacité d'innover rapidement, y compris de faire une sorte de, on en parlait tout à l'heure en off, de R&D externalisé. Et donc, c'est vraiment quelque chose où on est co-dépendant et donc il faut qu'on co-construise, qu'on coproduise ensemble l'innovation. Et quand on est dans cet intérêt commun, en général, la rencontre se fait assez facilement en fait. Vous avez un exemple concret, Julien? Par exemple, EDF? Eh ben, je vous donne un exemple très concret et très récent. Une société qui maintenant est devenue une PME, mais qui était une start-up au départ, qui s'appelle EcoScan. EcoScan, il y a 3 ans, on a rencontré cette start-up qui avait un produit qui nous intéressait, qui était de l'échographie de tuyauterie, pour le dire simplement, c'est-à-dire qui faisait du contrôle non destructif par ultrasons de tuyauterie. Et peut-être que vous avez vu, il y a quelques années, EDF, dans ses centrales nucléaires, a eu besoin d'inspecter très nombreuses canalisations et tuyauteries pour des questions de corrosion sous contrainte. Bref, intérêt d'EDF, avoir une solution non destructive. Donc je peux contrôler le métal sans avoir à découper les tuyaux. Cette start-up a une solution qui pourrait y répondre. Eh bien, on a investi au capital de cette start-up, on a noué un co-développement, donc on a co-développé un produit avec cette start-up qui répond exactement aux besoins d'EDF. Ce produit, évidemment, a pu être commercialisé par la start-up auprès de d'autres grands acteurs. Air Liquide, par exemple, a été un grand client de cette solution. Et puis, quand on avait fini de collaborer, de co-développer ensemble, voilà, cette société est partie chercher d'autres investisseurs. EDF a revendu sa participation. Et donc, on a eu à la fois la synergie entre EDF et la start-up, la création de valeur autour du produit et pour ce qui est d'EDF, la création d'une valeur financière puisqu'on est très heureux de savoir que cette société a multiplié sa valorisation par 4. Thibaut, pourquoi un grand groupe viendrait travailler avec une société comme Altrove? Alors, juste pour revenir aussi, un des intérêts pour une start-up de bosser avec un grand groupe, c'est non seulement évidemment de la crédibilité et du chiffre d'affaires, mais c'est aussi de savoir, et surtout quand on travaille sur de la deep tech ou vraiment de l'innovation de rupture, parfois il y a cette tendance, c'est des boîtes d'ingénieurs quoi vraiment, de créer une solution techniquement brillante, mais qui n'a pas forcément son marché derrière. Et travailler avec des grands groupes tôt, ça permet aussi de valider qu'on travaille sur quelque chose qui est désirable, et ça permet aussi de convaincre des investisseurs de dire regardez, je suis pas fou, il y a des gens qui veulent mon produit, je peux itérer dessus et je peux le co-créer. Et l'intérêt pour un grand groupe de travailler avec des startups, c'est justement aujourd'hui sur des sujets d'IA, c'est de l'innovation de rupture, c'est de faire des choses qu'un grand groupe n'a pas le temps ou n'a pas l'expertise pour faire, avec des profils qui n'ont pas forcément envie ou vocation à travailler dans des grands groupes, et c'est de dérisquer une partie justement de je fais des paris, je mets pas tous mes œufs dans le même panier, et je vais
donner à une start-up la possibilité d'explorer quelque chose en rupture par rapport à ce que je fais traditionnellement, sans avoir à le financer complètement, sans avoir à devoir mettre des équipes dessus et en allant beaucoup plus vite. Bon, quand on collabore, start-up, grand groupe, la collaboration peut se faire, elle peut même mener à une accélération, mais parfois à des asymétries. Quel est le bon dosage, Paul, François? Je pense que le sujet, au fond, c'est de passer à l'échelle. On voit bien qu'on a beaucoup progressé. Il y a beaucoup de fonds de corporate VC, il y a des gens qui investissent en fonds de fonds, il y a des start-up studios qui sont créés, il y a des spin-offs, il y a quelques acquisitions. Moi, ma conviction, c'est que il faut deux choses supplémentaires par rapport à ce qui a été fait. La première, c'est qu'il faut considérer que c'est un nouveau processus qui justement internalise toutes ces compétences qui sont encore un peu fragmentées, qui ne sont pas toujours vues comme un processus. Il se trouve qu'on en a parlé, mais chez EDF, c'est relativement intégré. Il y a un budget, il y a des moyens. C'est souvent encore un peu parcellaire. Il y a le directeur d'innovation qui fait des POC. Il y a le patron du M&A qui fait du corporate venture et puis il y a le CEO qui fait une acquisition tous les 2 ans. Moi, ma conviction, c'est qu'il faut en fait un patron de ce nouveau processus qui soit en charge, qui ait un budget et qui ait la capacité de suivre ce process. Et la deuxième chose, je crois qu'il faut faire évoluer, c'est que quand on regarde aujourd'hui, les startups, ça représente à peu près 20% de la R&D faite en France. Ça a doublé en 10 ans, ce qui n'est pas le cas des grands groupes parce qu'on voit bien qu'ils ont plus de mal à investir dans leur R&D parce qu'ils voient aussi les limites de leur process. Donc ça devient systémique. Et donc moi, ma conviction, c'est qu'à ce moment-là, si c'est un nouveau process, si ça représente 20% de la R&D qui est faite en dehors, il faudrait mettre à peu près 20% de ces moyens de R&D dans les investissements et potentiellement les acquisitions, pour que ça devienne systémique et que ça soit à pair de la réalité de l'écosystème dans lequel on vit. Ou les prises de commande. Ou les prises de commande. Je suis d'accord, il y a investissement, acquisition et prise de commande. Moi, ça fait 10 ans que j'entreprends dans le secteur de l'intelligence artificielle. Il y a eu toute une période on fait des POC. Et en fait, faire des POC à 10 000 €, c'est pas ça en fait qui valide une collaboration sur le long terme. Il y a aussi ce côté qui est important de dire quand est-ce qu'on passe la seconde et qu'on passe des vraies commandes et qu'on fait vraiment confiance une fois qu'il y a une preuve qui a été apportée, au-delà de je screen plein de boîtes, je fais plein de petits projets avec tout le monde, mais il n'y a pas forcément derrière de moyens pour passer à l'échelle justement. Julien, donc c'est ce qu'il faudrait faire. C'est exactement, je suis complètement d'accord avec ça. En 2021, nous on a fait ce constat et donc on a décidé d'intégrer toute la chaîne de l'innovation, ce qu'on appelle en interne le continuum de l'innovation, sous une seule responsabilité et un seul responsable, parce que justement la fragmentation crée ces difficultés et on va faire 3 POC, on va pouvoir dire en fin d'année qu'on a fait du théâtre de l'innovation, c'est-à-dire c'est sympa, on a bossé avec des startups et en fait ça ne produit rien derrière en valeur créée ni pour la startup ni pour l'entreprise. Donc nous on a intégré à la fois la stratégie d'innovation, définir les sujets prioritaires, à la fois la gestion de projet, c'est-à-dire comment on arrive à développer des vrais projets, comme je le disais, en collaboration avec des startups qui derrière donnent accès à des commandes. Donc nous devenons clients, on n'est pas en train de faire des expérimentations, on devient client des startups. D'ailleurs, on a la fierté d'être un des plus gros commanditaires aujourd'hui de startups de la French Tech en France, donc on est très heureux de ça. Et puis l'investissement, parce qu'il faut aussi qu'on puisse monter au capital de sociétés, qu'on puisse aussi parfois créer nos propres sociétés à travers des spin-offs. Donc voilà, on a vraiment décidé, nous, d'intégrer tout ça pour pouvoir avoir un vrai bras armé d'innovation et pas effectivement que tout ça soit fait un petit bout par-ci, un petit bout par-là dans l'entreprise. Et peut-être le point le plus important, c'est que l'innovation, c'est un métier, c'est des compétences. On ne peut pas faire ça en plus d'eux. Le directeur du M&A, il ne va pas savoir faire du capital risque. C'est pas vrai. Le directeur du marketing, il ne va pas savoir faire des POC qui vont donner lieu à des business. C'est pas vrai. Il faut avoir des gens dont c'est le métier et qui, eux, savent faire cette interface entre le monde de l'innovation et le monde des startups. Donc vos informations, de la même façon François que, en fait, le métier de la R&D interne, c'est un métier aussi. Et personne n'imagine que le patron du M&A fasse un bout du process de R&D de l'entreprise. Mais le patron de la R&D, il a des budgets, des équipes, un process, et on lui fait gré de gérer ça. Et donc, puisque le sujet, c'est de réinternaliser la R&D, c'est un process, c'est un budget, c'est des moyens, et c'est une compétence, effectivement. Alors, on a parlé aussi depuis ce matin beaucoup du financement, alors c'était surtout sur la deep tech, mais on voit malgré tout toutes ces initiatives qui sont prises et vos beaux exemples, surtout de Julien et Thibault, qu'il y a beaucoup de startups qui partent quand même à l'étranger.
Paul-François, finalement, c'est pas qu'un problème de financement. Il y a peut-être Alors, une aversion pour le risque de certains grands acteurs, non? Ouais. Moi, je vois pas un mouvement massif de départ à l'étranger. Il y en a, mais je vois pas plus. Et je vois même des startups qui reviennent lever en Europe et qui reviennent internaliser leur R&D. Donc, elles moi, je lèvent en pense Europe, mais elles s'installent en Europe. Alors, oui, elles s'installent en Europe d'ailleurs. Et il y a d'ailleurs même, j'ai envie de dire, il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui sont partis aux États-Unis il y a 20 ans, qui ont réussi, qui ont recréé des boîtes. Ils reviennent recréer leur R&D en France parce que c'est 10 fois moins cher, parce que au fond, au bout d'un moment, ils commencent à voir que leurs parents ont besoin d'un peu de soutien, donc ils reviennent en France, ils découvrent que c'est un beau pays et que ça a beaucoup changé. Donc non, je pense qu'elles partent à l'étranger, parfois aussi au sens aller chercher des partenaires à l'étranger. Et c'est vrai que on ne peut pas complètement nier qu'il y a une culture. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'aux États-Unis, tout est merveilleux, si vous avez compris. Mais il y a une culture de la relation business entre les grandes entreprises et les startups qui est, de ce que disent les startups, un peu plus facile. On a encore une culture un peu d'accès aux décideurs qui reste un peu abscon. C'est vrai qu'aux États-Unis, vous avez plus facilement accès à quelqu'un qui va vous donner un quart d'heure de son temps, qui vous laisse votre chance. Si vous la prenez, c'est super. Si vous la prenez pas, il aura perdu un quart d'heure, mais il aura appris quelque chose. Et donc, je pense que parfois, effectivement, les marchés étrangers attirent parce que ça reste encore, et probablement de ma fenêtre, parce qu'elles n'ont pas toujours les bons interlocuteurs. On en revient à cette compétence et à ce métier qui sont capables d'avoir le rythme, de prendre le temps et d'être en situation de décider. Parce qu'en fait, c'est sympa de voir une start-up, ça peut détendre de voir des jeunes pleins d'énergie. Mais enfin, à la fin, il faut quand même que ça se concrétise en quelque chose. On n'est pas là pour détendre et amuser le COMEX d'un groupe du CAC 40. Thibaut, c'est décloisonné à l'étranger? Oui, non mais par rapport à ce que dit Paul-François, en fait, alors effectivement, il y a la partie capitale, et aujourd'hui, en France et en Europe, sur des sujets de rupture, de deep tech, etc., on a vraiment largement de quoi financer l'innovation. Quand on commence à avoir besoin de vraiment beaucoup de capitaux, de capex, les plus gros fonds sont souvent des fonds nord-américains, et pas que d'ailleurs, il y a d'autres écosystèmes qui émergent. Et évidemment, et c'est de longue date, on le sait qu'en Europe, il y a quelque chose à combler, et BPI finance notamment des sacrés tickets. Et sur ce qui est des clients, pareil, c'est pas du tout pour faire du French bashing, mais c'est en Europe en général, il y a un sujet d'aversion au risque qui est un peu plus structurel. Et typiquement, effectivement, l'accessibilité aux décideurs est peut-être un peu plus facile outre-Atlantique. Et surtout, les discussions sont difficiles, mais c'est une discussion, c'est-à-dire une fois qu'on s'est mis d'accord sur les termes, la partie légale, juridique, procurement, etc., se fait plus rapidement. Alors qu'en France ou en Allemagne, par exemple, vous allez pouvoir discuter avec un décisionnaire, mais derrière, les interactions, vous êtes une start-up et vous avez un département juridique en face, mais c'est une prise de tête hallucinante, beaucoup plus qu'outre-Atlantique. Et c'est ça aussi, c'est un sujet d'aversion au risque et un sujet juste de où est-ce qu'on met le gatekeeping. Est-ce que c'est au niveau juridique, procurement, réglementaire, ou est-ce que c'est au niveau de on se met d'accord sur les termes avec lesquels on travailler et puis ensuite on embraye, quoi. On va lancer, Inch'Allah, dans quelques semaines, la 3e édition du programme qu'on appelle DAPI, Direction des achats pour l'innovation. Je crois bien que d'ailleurs EDF va en faire partie. C'est presque une pré-annonce, c'est mal, mais... et en fait, derrière ça, c'est un espèce de MBA qu'on a co-construit avec un certain nombre d'acteurs, parce qu'on est dans la même conviction, c'est-à-dire acheter pour l'innovation, c'est un métier. Exactement comme tu le disais, le patron du M&A, il est probablement très bon en M&A, mais les règles du jeu du VC, c'est des règles du jeu, c'est comme jouer au rugby et jouer au foot. Et donc il faut que les patrons des achats, qui font un super boulot, mais ils apprennent à jouer avec les règles du jeu du rugby, et ça nécessite de développer. Ça, et donc c'est une formation, c'est comme tout, il n'y a rien de génial, mais il faut comprendre les règles, il faut les adapter, il faut que ce soit, j'allais dire, plus efficace pour cet univers-là. Et donc on essaye ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à tous les patrons des achats des boîtes du SBF 120 et des grandes ETI qui ont, j'allais dire, une équipe achat structurée, qui ont envie d'avoir soit un patron, soit un de leurs collaborateurs qui a envie de s'investir
pour capitaliser. Puis on apprend collectivement. Hein, nous, ce DAPI, c'est au fond une école collective où on a des promos, où ils continuent à se voir, où on les échange, parce que c'est un monde qui change tout le temps, qui évolue. Donc il faut assumer qu'on continue d'apprendre, qu'on partage des bonnes expériences. Et donc on espère qu'on participe là encore de ce mouvement, parce que c'est super important. Tu le disais, c'est bien l'investissement, mais enfin, 1 euro de chiffre d'affaires, ça vaut plus, quoi, hein. Même si moi, je donne plein de moyens, je sais qu'1 euro qu'on donne, il a moins de valeur qu'1 euro de chiffre d'affaires, c'est clair. Julien, vous acquiescez à ça. Ce genre de formation, c'est aussi nécessaire pour votre directeur d'achat. Complètement. D'ailleurs, anecdotiquement, un des premiers sujets auxquels on s'est attaqué quand on a créé la direction d'innovation d'EDF, c'était la question des achats. Pourquoi ? Parce que, évidemment, c'est problématique et qu'en plus, on est une boîte publique et donc les achats publics, c'est encore un sujet différent et encore plus complexe. Donc nous, ça a été un de nos premiers sujets en 2021. C'est comment on arrive à faire des achats innovants, c'est-à-dire, et la loi, la réglementation permet de faire des choses un peu plus souples que ce qu'on imagine. Mais néanmoins, oui, c'est un sujet absolument essentiel. Peut-être juste pour revenir sur la question de l'international, des US, parce que si je le regarde sur mon prisme, qui est beaucoup plus limité que ce qui a été dit avant, mais qui est le monde de l'énergie, moi je ne vois pas du tout les boîtes aller lever et s'installer à l'international ou à l'étranger. Je les vois rester en France et lever de l'argent d'acteurs internationaux en restant en France et d'aller ouvrir des marchés internationaux en restant en France. Moi en tout cas, c'est ce que je vois dans les boîtes dans lesquelles on a investi ou les boîtes qu'on a créées. D'ailleurs, il y en a une qui a fait la une de la presse récemment, je peux en parler, qui est Exaion, qui est une société qu'on a créée en France. Exaion reste une société française avec un grand groupe américain, en l'occurrence Mara, qui est rentré au capital parce qu'il veut se développer en Europe à travers une boîte fondée sur le sol français. Et Metroscope et toutes ces boîtes industrielles qui travaillent dans des secteurs autour de l'IA, pour l'industrie, choses comme ça, aujourd'hui, elles arrivent à ouvrir des bureaux et à trouver des clients avec du chiffre d'affaires au Canada, aux États-Unis, etc. Donc on peut tout à fait être une boîte française, rester basée en France et avoir des bureaux, des clients et des investisseurs qui ne sont pas en France. Et c'est super, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Moi, je vais vous faire une confidence. Ça fait maintenant un peu plus de 13 ans que je fais ce métier. Ça ne rajeunit pas. Hein, mais j'ai vu un certain nombre de gens passer dans mon bureau. Et les gens qui viennent dans mon bureau, malheureusement, ils ont plus de problèmes que de solutions. C'est un peu parce que c'est mon métier d'essayer de trouver le maximum de solutions. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés, il y en a de moins en moins d'ailleurs, il y a quelques années, en me disant « moi je vais partir aux États-Unis, je vais lever des centaines de millions d'euros ». La réalité, c'est que s'ils n'avaient pas levé en France et en Europe, ils avaient en réalité peu de chances d'y arriver aux États-Unis, de ma fenêtre. Ça peut arriver. Il y a des gens qui ont un parcours et une expérience qui fait qu'ils peuvent partir directement lever aux États-Unis et après tout, encore une fois, ils font parfois maintenant le choix de le faire en France. Mais moi, je pense qu'il faut quand même être à peu près au clair sur le fait que lever en Europe sur les sujets, en particulier un certain nombre de sujets deep tech, on va sortir une étude green tech demain. C'est intéressant, on voit que c'est plus dur, mais on voit quand même qu'on arrive à lever. Et aux États-Unis, en ce moment, à part l'IA, le marché du capital risque, il est en grande souffrance. On est tous un peu... tout ça est masqué par cette espèce d'énorme machine qui est en soi un sujet qui est impressionnant, il faut bien le reconnaître. Mais derrière ça, le capital risque européen sur tous les autres sujets, en particulier les sujets green tech, continue de fonctionner, plus difficilement parce que c'est plus dur, mais continue de fonctionner là où aux États-Unis, ça reste quand même difficile. Vous acquiescez, Thibaut ? Oui, j'acquiesce. Déjà, il y a une fragmentation assez intéressante du capital risque privé. Aujourd'hui, là où il y a 5 ans, 6 ans, vous alliez voir un investisseur, vous disiez bonjour, je voudrais créer un laboratoire avec des robots, faire de l'intelligence artificielle. On vous dit oh là là, il y a du capex, il y a du physique, moi je fais que du SaaS, que du logiciel. Aujourd'hui, ça a changé et même ça s'est inversé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la difficulté inhérente à créer une start-up d'innovation de rupture et d'embaucher des doctorants, etc. En fait, c'est aussi vu comme une défensibilité sur le futur. Là où vous faites un logiciel de compta, et j'ai rien contre les logiciels de compta, ok, mais qu'est-ce qui empêchera un Kidam, le prochain, de faire exactement un concurrent ? Donc, et effectivement, en Europe, on sait financer ça. Et aux États-Unis, c'est sûr, il y a un schisme entre les startups d'IA qui lèvent et les autres. Et un truc quand même que je veux dire sur l'innovation dans les grands groupes, c'est qu'en tout cas, moi, de mon point de vue startup, il faut faire très attention, je trouve, à l'innovation
performative, de dire oui, ce que tu disais tout à l'heure, on a rencontré 1000 startups cette année, on a fait 500 POC, etc. L'innovation et l'innovation de rupture sur lesquelles nous on essaye de bosser, parfois c'est aussi un sujet de vie ou de mort. Nous, notre secteur, c'est la chimie. Les acteurs historiques européens de la chimie, c'était des leaders mondiaux. Aujourd'hui, ils voient le mur arriver à vitesse grand V. L'innovation, c'est pas juste, tiens, si on testait des petits gadgets, c'est est-ce qu'on existera et est-ce qu'on sera rentable dans 5 ans, dans 10 ans, là où on voit les Chinois, là où on voit les Américains qui innovent drastiquement. Et donc, il faut le prendre comme un sujet sérieux, il faut investir dedans comme un sujet sérieux. Et d'ailleurs, c'est pas juste le boulot des grands groupes d'être capable de s'ouvrir à l'innovation, c'est aussi le boulot des startups d'avoir des profils qui savent parler à des acteurs industriels, de faire du passage à l'échelle et de pas juste parler d'intelligence artificielle et de logiciels, mais de parler de contraintes industrielles fortes qui sont votre quotidien. Le passage à l'échelle, ça, moi. C'est très important ce que dit Thibaut, parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître que dans toute relation, il faut que chacun fasse un bout de chemin en réalité. On l'a dit, les grands groupes ont fait beaucoup de progrès, mais il y a probablement encore pour un certain nombre d'entre eux des étapes. Sur les startups, il y a aussi effectivement un bout de chemin. Je pense qu'il n'y a pas encore suffisamment de marché d'exit parce que les grands groupes n'achètent pas encore suffisamment un certain nombre de technologies. J'espère que ça va arriver, on en a besoin. Et donc, comme il n'y a pas de marché suffisant, il y a aussi parfois des valorisations qui sont un peu décorrélées parce que quand il n'y a pas de marché, c'est de l'intuition, c'est du désir. Et donc, je pense que ça va permettre aussi de réguler pour qu'on arrive à des valorisations qui permettent effectivement à des grands groupes de trouver un retour sur investissement dans des investissements et dans des acquisitions. Et donc ça, c'est toute une boucle qui marche très bien sur les biotech en réalité. Les biotech ont fait cette transformation, ils mettent 50% à peu près de leur R&D sur les produits existants internes et puis ils mettent 50% de leur budget de R&D dans l'acquisition de start-up. Du coup, ça fait des marchés, ça fait des règles du jeu. Les investisseurs savent très bien quelles sont les valorisations en phase 1, en phase 2, en phase 3. Combien un produit, est-ce que ça vaut 500 millions, 1 milliard? Les règles du jeu à peu près sont claires. Donc les valorisations sont adaptées, les fonds savent qu'ils vont pouvoir faire x2, x3 à peu près ce qui est nécessaire pour gérer leurs risques. Et donc ce boucle-là. Et donc derrière tout ça, c'est tout un système qu'il faut arriver à faire boucler pour que toute la chaîne alimentaire de l'entrepreneur, l'investisseur, le corporate boucle et que chacun prenne sa part de valeur ajoutée de ce dispositif. C'est très clair ce que dit Paul-François. Julien ? Oui, et ça me fait penser quand même à un élément essentiel, surtout s'il y a dans la salle des gens qui veulent se préoccuper d'innovation dans l'industrie. Il faut quand même avoir conscience que l'innovation, et en particulier dans la deep tech, c'est long, c'est risqué et c'est compliqué. Si vous allez voir votre patron, et c'est souvent, je le dis, parce que c'est souvent le tort des directeurs de l'innovation, des gens qui sont dans ces positions-là, en disant « Moi, en 2 ans, je te crée le nouveau business à 100 millions et je vais faire de la disruption avec les startups avec lesquelles je travaille », la plupart du temps, c'est faux, ça ne se fera pas. Ça n'existe pas, ça ne prend pas 2 ans. La deep tech, c'est long, il faut être capable d'investir sur le long terme. Et beaucoup de startups, moi j'en ai vu depuis que je fais ce métier, beaucoup et trop, qui ont des corporates hyper enthousiastes, qui rentrent au capital, qui disent on va vous soutenir, ça va être génial, parce que dans 2 ans, dans 3 ans, vous allez nous résoudre notre problème numéro 1. Puis au bout de 3 ans, il faut encore mettre 20 millions, il faut encore mettre 30 millions, que le problème il est toujours là, que la deep tech ça prend du temps, et le corporate s'en va parce qu'il a changé de patron, il a changé de stratégie, il a peur, et il passe à autre chose. Donc ça, c'est vraiment important quand on est, nous, dans notre position d'entreprise, d'avoir la compréhension du fait que ça sera long, ce sera difficile, ce sera compliqué, mais peut-être que ce qu'on va trouver au bout, ça va être là vraiment disruptif. Hein, c'est Bill Gates qui dit toujours, on surestime les transformations ou les changements ou les disruptions à court terme et on les sous-estime à long terme. Honnêtement, si on regarde la vie de l'innovation de ces 30 dernières années, c'est totalement vrai. Donc ça, je pense que vraiment pour les gens dans les entreprises, il faut arrêter de se mentir. C'est long, c'est difficile, c'est compliqué. Mais ça peut payer à la fin. Merci beaucoup. Merci Thibaut, merci Paul-François, merci Julien. On peut vous applaudir.